L'Amérique vote, la Guadeloupe observe, les yeux du monde sont rivés sur cette élection présidentielle. Chez nous, l'Association des jeunes Guadeloupéens a organisé une journée en Amérique à Basse-Terre. Le reportage de Nathalie Zinane et de Moïse Dexter est à venir. La chirurgie ambulatoire, une médecine d'avenir. En 24 heures, vous passez au bloc opératoire et vous regagnez votre domicile à la fin de la journée. Le professeur Bossier, expert national en chirurgie ambulatoire, est notre invité ce soir. Et enfin, l'unique festival de bande dessinée ouvrira ses portes à la médiathèque Paul Mado de Bémao pour sa 7e édition. Carré Bulle accorde une place importante aux BDistes locaux. La directrice de cet événement, Audrey Lequintrec, nous en dira plus. Elle est l'invitée culture de cette édition. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous ce soir. Les résultats des élections de la Chambre de commerce sont tombés. La liste Ensemble pour l'entreprise des îles de Guadeloupe, qui rassemblait les principaux dirigeants économiques de l'archipel, a raflé tous les sièges dans toutes les catégories. Autre dénouement, lui, inattendu, celui de l'issue de la mobilisation qui touche la ville de Basse-Terre. Alors qu'une paralysie des activités municipales semblait gagner la ville, le syndicat UTC-UGTG et la maire Marie-Luce Panchard sont sur la voie d'une résolution de fin de conflit. Reportage Moïse Dexter, Patrick Curie et les commentaires de Nathalie Zinane. Il a fallu près de 4 semaines de négociations pour y voir presque le bout. Sur les 13 points abordés, les deux parties ont enfin trouvé une entente sur le 5e, le régime indemnitaire, dû depuis 2012. Ils ont donc acté aussi le 6e ce matin, avec un seul regret des grévistes. Nous avons pensé, nous avons finalisé hier complètement parce que nous avons déjà parlé pour ça. Mais là, regardez, ma poche a dit nous qu'il faut y partir. Donc, nous dit ok, pas de problème. Nous sommes conscients que l'école n'a pas fonctionné. Mais ça, il peut faire fonctionner là, parce que nous avons envie de finir grève là. Mais c'est d'après disponibilité qui a travaillé avec nous. Il ne reste plus qu'à négocier 5 points sur la plateforme, d'apparence plus simple. Alors, qu'arrêter l'harmonisation des quotas horaires. Qu'à rester aussi les effectifs, l'organisation des services, qu'à rester aussi l'évaluation des risques professionnels, ou tenir aussi les cas particuliers, qui ni des problèmes, les agents n'ont pas de problème en carrière à eux, donc ni encore, et puis d'autres encore qui derrière, mais nous que bout de job là qu'à penser. Une autre satisfaction des grévistes, être enfin entendu par le maire et non par le ministre. D'où les avancées obtenues. Hier, c'est la première fois qu'on voit ici à l'entour en table et il parlait avec nous en tant que maire. Et ça, c'est très bien parce que jusqu'à quand il était capable de parler en tant que ministre. Et ça n'a pas été passé parce que c'est lui qui a fait qui question, qui réponse. Il y a des techniciens vers l'entour de la table là, mais il y a dans la politique, l'état civil, qui a fait tout bien là. Ce n'est pas possible. On a des techniciens, il faut laisser les techniciens parler aussi parce qu'on ne peut pas maîtriser tout bien là. Donc, et hier après, il avait un rôle de maire et nous discuter et ça fonctionnait puisque nous finissons par signer un point, les points là, nous avons bloqué là, c'est-à-dire le régime indemnitaire. Une issue doit être trouvée dans les heures, sauf imprévu, dans les jours à venir. Et un autre conflit enfle au centre de production de la sécurité sociale à Providence aux Abîmes. En grève depuis le 9 novembre dernier, le syndicat UNAS-UGTG dénonce des conditions de travail jugées exécrables, mais aussi un harcèlement qui sera exercé contre les agents. Les explications de Karen Diam. Dans les locaux de la sécurité sociale à Providence, les conditions de travail sont mises à mal, empêchant aux agents d'effectuer leur mission de service public. Depuis mi-octobre, certains collègues qui ont des sensibilités allergiques commencent à faire des crises. Okay? Et rhinite allergique, crise d'asthme. Et plus grave là, c'est qu'il y a un collègue qui n'a pas en disposition. C'est un collègue plus ou moins qui était plus ou moins quasi Gaïa. Ils font des dômes de quick, qui a tout fait. Il a tout fait et puis bon, on est obligé à l'hôpital pour te faire soigner. Et en même moment là aussi, il y a des collègues qui commencent à faire des crises d'asthme et tout ça. Quoi. Donc quand nous venons nous faire, eh bien, nous décidons de faire un droit de retrait. C'est-à-dire qu'elles sont peut-être un code du travail, là, droit de retrait, quoi, mettons en retrait à la situation de travail, de façon que le patron là règle le problème là. Donc c'est ça que nous faisons. Mais depuis au moins, ça fait 3 semaines là, que nous en situation là ça. Une situation inquiétante, comprise par la direction, qui aura tenté de trouver explication et solution à ce phénomène étrange. C'est très difficile, justement, selon la direction, de trouver une cause habitat à ça. Alors, nous avons fait les pompiers passer, nous avons fait le CIST passer, et nous avons un technicien de laboratoire de l'île qui était de passage, qui fait aussi des prélèvements, mais j'y calais, pas un monde pour dire ça a dû à poussière, ça a dû à ci, ça a dû à ça. On ne peut pas dire ça. Mais malheureusement, entre-temps, c'est que parallèlement, c'est que les collègues qui sont tombés
malades. Et ça, c'est ça qui est grave. Nous pas à travail. Bon, ça qui est bien plus costaud, bon, qui est monté pour un papier, qui est monté pour un bulletin rapide, mais tout le monde là. C'est là, il y a aussi site de travail, mais il n'y a pas dans les services qui travaillent. Outre cette problématique majeure, le syndicat dénonce surcharge de travail dans certains services vidés par des départs à la retraite non remplacés, le harcèlement ou encore réclame la réintégration de l'ingénieur conseil. Nous voyons préavis de grève en 12 points. Et les 3 points qui sont importants, c'est là, conditions de travail, mais il y a un problème de harcèlement aussi au travail que nous devons arrêter. Pourquoi ça? Parce que là, les relations professionnelles, ils sont basées sur l'abus de pouvoir. Et ça ne peut pas accepter aujourd'hui-là qu'un jeune Guadeloupéen qui là, il a besoin de rétrograder, c'est-à-dire qu'il faut des en poste-taille. En attendant de trouver réponse et solutions aux revendications du syndicat, la mobilisation se poursuit et devrait voir se rencontrer très prochainement autour d'une table, direction et syndicats, qui jusque-là observent un dialogue social des plus sereins. Et un préavis de grève qui prendra effet dès demain. À l'heure où je vous parle, le mandat de Barack Obama touche à sa fin. 266 millions d'Américains se sont rendus dans les urnes aujourd'hui pour élire leur président. Une élection qui suscite un engouement mondial, y compris en Guadeloupe. À Basse-Terre, l'association des jeunes Guadeloupéens a initié, avec l'aide du conseil départemental et de l'Université des Antilles, une journée spéciale Amérique dans les locaux du Cygne Noir à Baïf. Reportage Moïse Dexter, Nathalie Dinan. Initiée en 2008 avec l'élection de Barack Obama, la One Day in America, organisée par la GEG et le conseil départemental, a pour objectif de proposer la découverte du pays de la démesure à travers sa culture et son histoire, mais aussi d'informer sur les possibilités d'étudier aux États-Unis. Il faut savoir qu'on a 4 dispositifs, donc la bourse logement qui permet à l'étudiant ou au jeune de trouver son logement, une aide financière qui lui permet de pallier à l'attente de la bourse, nous avons une liste de premiers emplois et de stages et enfin nous avons un réseau de référents, donc ce sont des étudiants qui sont déjà installés là-bas depuis un petit moment, qui leur présentent le pôle universitaire, qui leur présentent un petit peu les coins à connaître, les coins à visiter et qui évitent surtout qu'ils soient isolés en quittant leur île natale. La découverte se fait de façon ludique autour de questionnaires sur les connaissances du pays qui ont séduit les futurs étudiants qui s'y voient déjà. On apprend plein de trucs, hein. C'est l'important. Et puis j'aime bien les jeux aussi, donc ça va. On a pas fait un jeu, en fait, il faut répondre à un questionnaire sur ce qui se passe aux États-Unis et tout, mais c'est intéressant. Oui, j'avais pas étudié là-bas, hein. Enfin, partir aussi pour voir. On a revu nos connaissances avec les professeurs, par rapport à la culture américaine. Oui, je pense aller étudier là-bas, ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Je sais pas encore. D'autres ont apprécié la journée juste pour découvrir la langue et les vastes contrées. Ça peut bien m'apporter de voyager, d'aller visiter l'Amérique. Je ferais du mieux pour apprendre l'anglais déjà parce que ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça bien quand même, comme ça nous fait savoir des trucs sur les États-Unis et tout. Cette manifestation a lieu en parallèle avec le vote du 46e président des États-Unis, une journée qui s'annonce exceptionnelle. Et puis eux aussi doivent suivre de près cette élection présidentielle. Ce sont les Américains de passage en Martinique, une délégation venue de la Louisiane pour signer un partenariat d'échange scolaire avec l'Académie de l'Île-Sœur. Les Louisianais seraient particulièrement intéressés par l'apprentissage du créole dans les classes. Reportage Anaïs Gall et Michelet François, d'ATV Martinique. Il y a un monde qui est venu à sous tableau en rapporteur qui est venu pour rendre compte de ça qui fait ça dans le pays. Top pour nous commençons. Moins de 5 minutes pour analyser ces drôles d'images. Thème du cours de créole aujourd'hui, les monstres. Mon kawe zyeyon métal, mon kawe cueillit. Au collège de Dillon 2, ces élèves de 6e ont 1 à 2 heures de créole chaque semaine, un de leurs cours favoris. Moi, les cours de créole, j'aime bien ça. Ça nous permet d'apprendre des nouvelles choses et c'est plus facile à écrire. Les cours de créole, moi, je pense que c'est bien. On s'amuse beaucoup. Nous apprenons créole, ça qui diabla et ça t'est bien. M'en bien apprendre. Les élèves sont demandeurs puisqu'ils vivent au sein de l'environnement et ils sont en questionnement. Ils ont des questions par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à leurs pratiques. Et c'est vrai que nous essayons, en tant qu'enseignants de créole, d'y répondre. Ce matin, au fond de la salle, de nouveaux élèves ont intégré les rangs.
Des chefs d'établissement louisianais venus observer le déroulement de la classe et peut-être s'en inspirer. Je pense à mon école en particulier où on a aussi des programmes bilingues. Et là, je me demandais, parce que les enfants sont en train de travailler en groupe et une des difficultés qu'on rencontre dans les classes d'immersion, nous en tout cas c'est une école française, le français est la langue seconde, les enfants quand ils se retrouvent en groupe ont beaucoup de difficultés à parler français. Donc je me demandais là si entre eux, en petits groupes, ils parlaient français ou créole. Qu'est-ce qu'on écrit là? Ancien territoire français, la Louisiane compte encore de nombreux francophones, dont une partie sait parler créole, même si la langue n'est pas enseignée à l'école. Dans mon école, il y a une enseignante martiniquaise et je voudrais bien peut-être introduire, pas enseigner parce que nous on a déjà un programme, mais introduire le créole dans la classe. Dans nos classes pour proposer en fait un enseignement culturel. En mai 2016, une convention éducative liait déjà l'Académie de Martinique à l'État de Louisiane. Cet après-midi, la signature d'une nouvelle convention vient renforcer ce partenariat. Ça va être des échanges d'enseignants. On va accueillir dans le cadre d'un programme qu'on a appelé Escadrille des enseignants de la Louisiane qui veulent à la fois se perfectionner en français et en créole pour ensuite retourner en Louisiane, enseigner le français et le créole. Un échange culturel dont certaines écoles de l'île pourront également bénéficier. Un projet interétablissement entre la Martinique et la Louisiane est d'ores et déjà en construction. Intéressons-nous maintenant à un service encore peu connu des patients dans les hôpitaux, la chirurgie ambulatoire. Elle permet de raccourcir à 24 heures la durée d'hospitalisation. Professeur Marc Bossier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes considéré comme l'un des experts nationaux en chirurgie ambulatoire. Alors, chez nous, vous êtes de passage chez nous pour aider justement les hôpitaux et les cliniques à progresser dans ce domaine. Cette pratique connaît un certain succès, notamment dans les cliniques. En tout cas, c'est ce que nous a démontré Isabelle Hameau dans ce reportage. Elle s'est rendue à la clinique Les Eaux Claires de Bémao. On regarde son reportage ensemble. Entrer à l'hôpital le matin, en sortir le soir. C'est le principe de la chirurgie ambulatoire. Une chirurgie en plein essor aux Eaux Claires. Cette patiente sera prise en charge dans le service. Ils seront reçus par une infirmière qui va faire le dossier médical proprement dit. Donc on fait le dossier, on récupère les examens qui ont été prescrits et ensuite... Les patients sont ensuite installés dans une chambre avant les examens. Ils viennent ici à cause de pathologies diverses qui peuvent être orthopédiques, digestives ou encore ophtalmologiques. Ce sont souvent des pathologies qui ne nécessitent pas de grosses interventions. Je dirais la grande majorité des patients qu'on prend en charge ici sont souvent de la chirurgie d'ophtalmologie, donc tout ce qui est cataracte, rétine ou strabisme, ou la chirurgie de la main, qui nécessite là, pareil, des interventions de courte durée avec des anesthésies assez légères. Le temps des opérations varie selon l'intervention. En moyenne, il dure entre 20 minutes à 2 heures ou plus. 20 minutes, une demi-heure dans le cas de la cataracte ou d'exploration digestive. Il y a certaines interventions, notamment de la chirurgie de la main, qui peuvent aller jusqu'à 1h30, 2 heures. On fait même des fois un peu de chirurgie esthétique ou réparatrice qui peuvent aller un peu plus longtemps. Mais là encore, c'est cadré par les chirurgiens et les anesthésistes et ceux qui décident de la sortie du patient. Au retour d'examen, la personne endormie revient dans cette salle et sera surveillée par un infirmier. Et à l'issue du réveil, elle retournera dans sa chambre, à côté en ambulatoire, où là, elle sera... évaluée avant de préparer sa sortie. Une sortie qui se prépare. Le patient est invité à se rendre dans ce réfectoire où il lui est proposé une collation. La collation a un double but. D'abord, le patient ne reste pas à jeun avant de sortir et nous permet de vérifier si les gens ne sont pas nauséeux à l'issue d'une anesthésie. Parce que ce sont des produits qui peuvent rendre nauséeux, c'est pour ça qu'on demande aux gens d'être à jeun et ça permet de surveiller éventuellement ce risque qui pourrait retarder la sortie. Donc, au bout d'une heure de collation, si le patient va bien, s'il n'est pas nauséeux, s'il n'y a pas de douleur anormale, et si son accompagnant est arrivé, on le laisse rentrer chez lui avec l'accompagnant. 55 interventions peuvent être réalisées en ambulatoire. En Guadeloupe, cette chirurgie se pratique à 51,9%. Un taux au-dessus de la moyenne nationale. L'objectif est d'atteindre un taux de 66% de pratique en 2020.
Professeur, cette chirurgie ambulatoire connaît un certain essor depuis 5-6 ans en Guadeloupe. Elle existe depuis très très longtemps. On a presque le sentiment finalement qu'on était peut-être en retard de réduire comme ça la durée d'hospitalisation des patients, de passer de peut-être d'une semaine à 15 jours à une journée. Alors cette transition, elle s'est faite progressivement selon les équipes. Quand on fait de la chirurgie ambulatoire, mais on commence par réduire sa durée d'hospitalisation à 4 jours, 3 jours, 2 jours. Et puis après, si tout se passe bien et qu'on se rend compte que c'est inutile de rester à l'hôpital une nuit, on peut faire à ce moment-là de l'ambulatoire dans de bonnes conditions. Alors cette intégration, ce processus a été accéléré grâce à la volonté politique. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui souhaitait faire des économies à hauteur de millions d'euros. Là, c'est pour le regard de l'économiste, mais pour le médecin, quel est le bénéfice pour le patient? Est-ce qu'il y a un danger, un risque d'une hospitalisation beaucoup plus courte? Eh bien, ces deux logiques, la logique économique et la logique médicale, elles se rencontrent parfaitement. Qu'est-ce qui fait faire des économies? C'est le fait que cette chirurgie est faite dans d'excellentes conditions de qualité et de sécurité et diminue le risque de complications post-opératoires. Quand on diminue le risque de complications post-opératoires et que les patients ne restent pas à l'hôpital, eh bien, indirectement, ça fait faire des économies. Mais vous avez raison d'insister sur le fait que la chirurgie ambulatoire, c'est avant tout aux patients que ça bénéficie, car c'est une chirurgie de grande qualité, faite par des professionnels qui maîtrisent parfaitement les gestes. Pourtant, cette chirurgie ambulatoire a quand même des limites. On ne peut pas opérer, on ne peut pas procéder à tous les actes de chirurgie. Enfin, il a dit tout à l'heure dans son reportage. Quelles sont les autres limites? Bien sûr, il y a des limites qui tiennent à des chirurgies qui sont trop lourdes, qui nécessitent une surveillance particulière. Il y a des limites qui tiennent à des patients qui sont de temps en temps un petit peu trop fragiles pour être pris en charge en ambulatoire. Ce qu'il faut que les patients se disent, c'est que c'est le médecin qui va, à la fin, donner l'autorisation de rentrer à domicile. Et si ce médecin a un doute sur les capacités qu'a le patient à rentrer chez lui en toute sécurité, il peut parfaitement décider d'une hospitalisation. Personne ne nous oblige à une chirurgie ambulatoire. C'est un avis médical, même si c'est vrai qu'actuellement, et ça a été dit dans le reportage, la majorité des actes opératoires sont déjà et vont être faits en ambulatoire. Alors justement, l'objectif à atteindre, c'est 60% en Guadeloupe. Comment y parvenir? Eh bien, on y parvient avec plusieurs stratégies. La première stratégie consiste à mobiliser les équipes médicales, les équipes d'établissements de santé, mais aussi les équipes libérales qui ont un rôle très important en ville, de relais. L'autre stratégie, c'est également d'informer les patients que c'est une stratégie, c'est une chirurgie qui est extrêmement sûre et que si on leur propose la chirurgie ambulatoire, c'est pour leur bien et c'est pour diminuer le risque de complications et c'est eux qui en bénéficient. Et puis, le troisième volet de cette stratégie, c'est ce qu'a décidé de faire l'ARS Guadeloupe, c'est-à-dire de mettre en place une mission de plusieurs représentants de l'ARS, de la Caisse d'assurance maladie, des médecins également, pour aider les établissements à mieux s'organiser pour prendre en charge les patients. C'est le sens de ce que nous sommes en train de faire, de cette mission, et de la journée de jeudi prochain qui va se dérouler ici, en Guadeloupe, où tous les professionnels vont être mis ensemble pour discuter de l'avenir de la chirurgie ambulatoire au sein de la Guadeloupe. Alors la chirurgie ambulatoire n'est pas obligatoire, le patient peut refuser. S'agit-il pour vous finalement de convaincre et de rassurer les patients guadeloupéens? Eh bien vous avez raison, c'est un enjeu majeur que les patients comprennent que leur intérêt est d'être pris en charge en chirurgie ambulatoire quand les médecins, mais vous avez compris que la chirurgie ambulatoire, c'est un travail d'équipe qui met en relation non seulement les médecins, mais le personnel paramédical. On en a vu un exemple dans votre excellent reportage. Les directions d'établissement également. Tout le monde travaille en commun pour développer une chirurgie extrêmement sûre et de grande qualité. Donc, et justement, est-ce que les équipes sont prêtes en Guadeloupe pour éviter toute dérive, tout acte manqué, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même délicat, ce sont des opérations délicates. Est-ce qu'elles sont prêtes en Guadeloupe? Eh bien, je pense qu'il n'y a plus de frein technique. Les équipes sont prêtes dans tous les hôpitaux de Guadeloupe, que ce soit des hôpitaux privés ou des hôpitaux publics, qui souvent, vous l'avez noté, partent de chiffres un petit peu plus bas, mais qui ont de fortes marges de progression et qui sont en train de se mobiliser pour développer la chirurgie ambulatoire. Donc oui, je crois qu'on peut répondre à ça. Les équipes sont prêtes, elles font ce qu'elles savent bien faire, et le reste, eh bien, elles vont l'apprendre
petit à petit pour développer ce chiffre et arriver à ces 66% de chirurgie ambulatoire en 2020. Alors on l'a vu, cette technique, cette pratique est assez développée dans les cliniques. Qu'en est-il des hôpitaux? Je pense au CHU de Pointe-à-Pitre qui est complètement débordé, où les agents se plaignent, ils sont d'ailleurs en grève, mobilisés en ce moment pour déplorer des conditions de travail exécrables. Qu'en est-il pour le CHU? Est-ce que c'est possible de mettre en place cette pratique à une plus grande échelle? Mais bien sûr, ça existe déjà. Le CHU de Pointe-à-Pitre réalise déjà environ 30% de sa chirurgie en ambulatoire, ce qui est un excellent chiffre compte tenu des patients qu'ils sont amenés à prendre en charge. Et vous avez raison de souligner que le développement de la chirurgie ambulatoire dans un établissement de santé va permettre des restructurations très importante des services de chirurgie et une redistribution des tâches du personnel. Tout ça s'inscrit dans l'évolution de l'hôpital, ce que l'on peut appeler l'hôpital de demain, où les patients viendront se faire soigner, mais passeront de moins en moins de temps. Professeur Bossier, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous partons pour la Guyane, où le Conseil d'État a rejeté la demande de la CIMAD et de la Ligue des droits de l'homme qui réclamait la réouverture du guichet unique d'enregistrement pour les demandeurs d'asile. Une suspension qui avait été faite face à l'explosion des nouvelles demandes depuis le début de l'année. Le reportage de Jonathan Lariot d'ATV Guyane. Le combat de la CIMAD est stoppé net par le Conseil d'État. La décision de Martin Geiger, le préfet de Guyane, trouve grâce aux yeux du Conseil d'État. La Guyane n'accueillera plus aucun migrant. Seuls certains cas seront pris en charge. Cette décision demeure temporaire jusqu'au 1er décembre 2016, mais est loin de rassurer la CIMAD. Pour le Conseil d'État, la configuration actuelle ne porte pas atteinte au droit d'asile parce que, d'une part, la Guyane fait face à une situation exceptionnelle avec un nombre de demandeurs d'asile particulièrement important. Ce dispositif transitoire ne fait absolument pas l'objet d'une information transparente auprès des personnes en demande d'asile. Vous verrez que sur les panneaux qui sont affichés sur tous les lieux d'accueil des demandeurs d'asile, il est effectivement mentionné que le lieu est temporairement fermé, mais absolument pas que les personnes les plus vulnérables peuvent se faire enregistrer leur demande d'asile. La réglementation européenne qui a été transposée en droit français prévoit pour cette catégorie de personnes particulièrement vulnérables un panel de situations beaucoup plus large. Ces images datent d'il y a 2 mois. On y voit une centaine de personnes faisant la queue devant la Croix-Rouge de Cayenne. Tous sont là pour obtenir une autorisation de séjour en Guyane. Depuis janvier 2016, plus de 4500 demandes comme celle-ci ont été enregistrées, soit 3 fois plus que sur la même période en 2015. Il s'agit quand même, au surplus au regard du nombre de personnes que ça concernait, de plusieurs milliers de personnes qui se trouvent tout d'un coup bloquées dans leur procédure. On peut quand même s'interroger sur la capacité d'un accueil, quand bien même il serait renforcé, à recevoir les milliers de personnes qui sans doute ne se sont pas évaporées. On a 4000 personnes qui pour l'instant n'ont sans doute pas été découragées. Ça restera à le vérifier. Nous on reste en tout cas dans l'attente et très vigilants. On a un peu l'impression de poids de mesure et d'une Guyane très lointaine avec des problématiques très lointaines. Le ministère de l'Intérieur a promis des moyens supplémentaires alloués à la gestion des migrants en Guyane. Mais à moins d'1 mois de la réouverture des structures d'accueil, les détails restent très flous. Restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Le plan séisme, en tout cas sa deuxième phase, présentée aujourd'hui par le préfet. Et puis J-3 avant le lancement de l'unique festival consacré à la bande dessinée. La directrice de l'événement sera avec nous pour en parler tout à l'heure. Il faut accélérer les réalisations pour mettre en sécurité plus rapidement les populations en cas de tremblement de terre. C'est le fil conducteur de la deuxième phase du plan séisme. Il a été présenté aujourd'hui par le préfet au collège Bébel de Sainte-Rose. Reportage Isabelle Hameau. Serge Arnaud entame sa 3e visite depuis le début d'année. Halte au collège Bébel de Sainte-Rose, en plein chantier depuis 2015. Ce bâtiment répondra aux normes sismiques conformément au plan séisme Antilles lancé en 2007. Donc l'opération consiste à reprendre tous les bâtiments, faire une vérification, s'assurer de leur confortement sismique, puisque le but premier de l'opération, c'est d'assurer une stabilité au bâtiment. Et donc dans cette optique, nous avons passé chaque bâtiment en revue, fait un modèle et fait en sorte qu'ils tiennent du point de vue sismique. Une visite de chantier permettant de constater l'avancée des travaux et ainsi accélérer ce type d'opération de confortement parasismique sur le territoire. Pour l'instant, le risque est encore élevé,
Donc il faut qu'on aille de plus en plus vite. C'est pour ça que l'État fait un effort financier important et il faut justement que tout le monde considère que nous sommes sur le même bateau et tire dans la même direction pour accélérer le processus. Un effort financier à hauteur de 14 millions d'euros. Nous subventionnons à hauteur de 40% ou de 50% suivant les différentes les natures d'opérations, tous les travaux de confortement. Le fonds Barnier a subventionné pratiquement 5 millions d'euros, plus des subventions du FEDER, plus de temps en temps, pas en l'espèce, mais des subventions du fonds du FEI, donc qui sont des fonds de l'outre-mer, plus de temps en temps des fonds de l'ANRU sur la rénovation urbaine. Le montant global de ce plan séisme anti s'élève à 1 milliard d'euros. La deuxième phase de l'opération a été lancée. Et la région Guadeloupe poursuit ses consultations concernant l'élaboration des schémas régionaux. Un second atelier consacré à la formation avait lieu aujourd'hui à la médiathèque du Lamentin. Reportage Linda Kayarsi. Après Marie-Galante, c'est au tour du Lamentin d'accueillir la consultation publique de la collectivité régionale. Au cœur des débats, la formation. La région Guadeloupe a entamé un processus qui doit nous permettre de bâtir les 3 grands schémas régionaux pour les 5-6 ans à venir. Et parmi ces 3 grands schémas, il y a le schéma qu'on appelle le CPRDFOP. C'est un nom un petit peu barbare, mais qui simplement permettra d'écrire les programmes de formation pour les 5-6 ans à venir, bien évidemment en articulation avec le développement économique. Parce que ce qui est important de retenir, c'est qu'on ne forme pas pour former, on forme pour répondre aux besoins des entreprises. L'objectif principal, mettre en place des stratégies pour favoriser la création d'emplois à partir d'une valorisation raisonnée et efficiente de nos atouts et de nos entreprises. Ce qui est important pour nous, c'est que nous avons pour le territoire du Nord Basse-Terre un certain nombre d'orientations. Des orientations fixées sur le développement durable, c'est notre colonne vertébrale. Donc des orientations qui vont vers le sens bien sûr du développement des énergies renouvelables, des orientations qui vont sur l'agrotransformation, pour vous donner des exemples. Donc nous avons une vision du territoire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que l'offre de formation qu'on mettra en place en Guadeloupe puisse nous permettre d'avoir la main-d'œuvre adéquate, formée, qui répondra aux besoins du territoire. Les contributions sur la formation recueillies permettront à la région Guadeloupe de créer des conditions favorables pour que chaque citoyen vive dignement du fruit de son travail. On a mis en place un comité de pilotage où il y a la région, où il y a l'État, mais où il y a les différentes communautés d'agglomération et de communes. Donc c'est ensemble vraiment que nous allons identifier aujourd'hui la formation, avant-hier l'attractivité du territoire, demain le tourisme, après-demain l'économie, etc., enseignement supérieur, pour pouvoir choisir ensemble les projets prioritaires pour la Guadeloupe. Il s'agira de choisir ensemble des projets prioritaires, priorisés et finançables. Prochain atelier thématique pour les schémas régionaux, le 16 novembre prochain à Petit Canal. Les échanges porteront sur l'agriculture, pêche et agrotransformation. Après des débuts timides, le festival Caribule s'installe en Guadeloupe. Il débutera sa nouvelle édition ce vendredi 11 novembre. 3 jours de rencontres et de découvertes à la médiathèque Paul Mado de Bemao. Audrey Lequintrec, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la directrice de ce festival. Alors je l'ai dit, il va débuter vendredi. C'est ça. Vendredi 11 novembre pour 3 jours à la bibliothèque Paul Mado, le site d'accueil. Vous avez d'ailleurs présenté les grandes lignes de ce festival, le seul dédié à la bande dessinée. Ce matin, à Paul Mado, on regarde le reportage de Linda Kayarsi. Le festival Caribule, le rendez-vous des amoureux des bandes dessinées, mais aussi de talentueux auteurs, prêts à partager leur passion pour le dessin et les mots. Donc d'écrire et de dessiner ce qu'on a envie de dessiner, et toujours librement et en dehors de l'école. Souvent je viens avec des brouillons, des maquettes, les dessins originaux. C'est tout ce qu'on ne voit pas en fait. On voit le livre fini, mais on ne voit pas ce qui vient avant. Et ça c'est le plus intéressant en fait, pour construire un livre. Et après si on a beaucoup de temps, souvent on écrit ensemble, enfin une sorte d'atelier d'écriture et d'illustration par la suite. Des rencontres, parfois uniques et attendues, c'est le cas de ce dessinateur,
prêt à conter l'histoire des esclaves oubliés de Tromelin. On ne refuse pas du tout une invitation en Guadeloupe. J'étais jamais venu sur ce territoire. C'était une chance inespérée de pouvoir le découvrir. Et en plus, avec cet album qui parle de l'esclavage, je pense qu'il y a un public qui est peut-être particulièrement sensible à cette histoire et qui permet justement de faire des rencontres avec les jeunes pour verbaliser certaines choses. Ça crée un dialogue qui est particulièrement intéressant. Pour la 7e édition de Caribule, nombreux seront les auteurs à faire couler beaucoup d'encre pour laisser libre cours à l'imagination et pourquoi pas susciter des vocations. Ça permet de désacraliser un peu ce côté, on est un auteur et on vit dans une tour d'ivoire, ce qui est évidemment pas vrai. Et ça permet d'avoir une discussion autour du thème du livre et de pouvoir vraiment expliquer les choses, d'expliquer un parcours, d'expliquer la réflexion qu'il peut y avoir derrière un album, parce qu'il y a beaucoup de travail avant de comprendre juste ce qu'il y a dans l'histoire. Le rendez-vous est donc pris les 11, 12 et 13 novembre 2016 à la bibliothèque Paul Mado de Bémao. Audrey Le Quintrec, quels seront les temps forts de ce festival, de cette 7e édition ? Alors, il y aura plusieurs temps forts, notamment la conférence avec Rokhaya Diallo le samedi 12 novembre, donc à partir de 10h. Il y aura également les concerts dessinés, où on associe un conteur, un dessinateur, donc le dessin sera en direct, projeté. Il y aura également des ateliers manga. Et puis voilà, plein d'autres surprises. Il faut vraiment aller regarder le programme. Il est en ligne sur le site de caribule.com. Et puis il sera également disponible à partir de demain à la bibliothèque multimédia Paul Mado. Alors, ce festival Caribule existe depuis 7 ans maintenant. Je l'ai dit tout à l'heure, des débuts un peu timides. On sent une volonté de donner beaucoup plus d'envergure à cet événement. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez invité l'écrivaine Rokhaya Diallo. Il y a vraiment cette volonté justement de faire rayonner davantage ce festival. Oui, bah c'est vrai qu'au tout début, ça a été un peu difficile. Et puis, au fur et à mesure, on a eu beaucoup plus de soutien, de partenariat. Et donc, aujourd'hui, en plus, on a vraiment un soutien très précieux de la ville de Bémao depuis 3 ans. Donc, c'est vrai qu'on espère que cette manifestation prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est vrai qu'elle est ancrée maintenant dans le paysage guadeloupéen en termes culturels. Et puis, donc c'est vrai que toutes les animations sont gratuites. On souhaite vraiment donner accès aux livres du plus petit au plus grand, puisque vraiment, à travers l'album de jeunesse et la bande dessinée, ça touche vraiment toute la famille. Et c'est vrai que bon, on attend vraiment le public. Et donc voilà, Et pour attirer justement beaucoup plus de personnes, vous avez invité cette jeune femme très connue, Rokhaya Diallo, une jeune femme pertinente, mais elle sera également amenée à parler d'autres sujets qui n'ont peut-être pas forcément de rapport avec la bande dessinée, mais la beauté. Oui, c'est vrai, en fait, c'est le thème de la conférence, Beauté noire. Pourquoi, comment l'affirmer? C'est vrai qu'en fait, ces 2 derniers ouvrages traitent en fait du phénomène nappy, naturel en nappy, donc les chevaux naturels. Et donc, il y a une BD qu'elle a réalisée, Paris Dami en tant que scénariste, et puis le livre Afro. Ce sont des portraits de personnes qui traitent de leurs cheveux. Donc, c'est vraiment 2 beaux ouvrages et il y aura vraiment un temps fort sur ces 2 livres. Une large place sera également accordée aux BDistes locaux. C'est important pour vous d'inviter justement les auteurs de bande dessinée du territoire ou d'ailleurs dans les îles environnantes à porter leur contribution à ce festival. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs invités qui vivent en Guadeloupe. Avec les éditeurs aussi, les éditeurs sont invités aussi à montrer leur collection et puis à échanger avec le public parce qu'autrement, ils n'ont pas énormément de manifestations durant l'année pour échanger avec le public. Il y aura également un libraire. Et c'est vrai, notre volonté, c'est vraiment de faire venir des auteurs caribéens au festival. On a déjà fait venir des auteurs haïtiens, martiniquais, et l'an prochain, on fera venir un auteur cubain. Comment se situe la bande dessinée en Guadeloupe? Est-ce qu'elle suscite des vocations, de l'engouement, la curiosité? Oui, en fait, il y a beaucoup d'envie de créer, surtout, on se rend compte de ça, de dessiner, de savoir comment on dessine. Et c'est pour ça que les auteurs vont dans les établissements scolaires, justement, pour partager leur métier. Et on a également beaucoup d'ateliers de prévus à la bibliothèque multimédia de Paul Mado parce que c'est vraiment, on trouve ce qui a vraiment c'est vraiment ce qui intéresse le plus le public ici. Et d'ailleurs, le concours de création de BD que l'on met en place chaque année a beaucoup de succès. Et il y a à chaque fois de très très belles productions. D'ailleurs, il y aura l'exposition des BD lauréates pendant le festival. Comment se positionne le festival Caribule aujourd'hui en 2016? Quelles sont vos ambitions pour les années à venir? C'est surtout de continuer à mettre en place des animations,
Surtout déjà, oui, voilà, continuer à travailler sur le festival pour qu'il soit de mieux en mieux. Et puis maintenir déjà les grandes actions que l'on a en place, notamment le concours de création de BD, mais on a aussi un concours de dessin de presse en partenariat avec le Clémy de l'Académie de Guadeloupe. On avait également aussi une résidence. Donc voilà, il y a plusieurs actions que l'on souhaite maintenir et qui demandent en fait de l'énergie durant l'année à un moment extérieur au festival. C'est vrai qu'on aimerait également mettre en place des ateliers à l'année avec les différents publics qui fréquentent le festival. Odile Lequintrec, l'idée d'origine était justement d'inscrire ce festival dans la Caraïbe, comme l'unique de la Caraïbe. Que vous manque-t-il pour rayonner davantage dans ce bassin ? Eh bien, je pense qu'il faudra avoir plus de partenariats sûrement avec les autres îles. Et c'est aussi parfois un problème de transport pour vraiment inviter plus d'auteurs. Donc plus de moyens. Voilà, et puis c'est aussi au fur et à mesure que les choses se font. Donc je pense qu'on est en bonne voie, on avance doucement. Et puis sûrement. Odile Lequintrec, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Est-ce que vous connaissez la compagnie Malabar Ouf en Guyane ? Et non. Eh bien écoutez, elle vient de clore la 4e édition du festival Passy à Saint-Laurent, l'Art Passy. 4 jours d'animation dédiés aux arts de la rue. On regarde le reportage d'Elsa Gonzalez. Fanfare, jonglerie de feu, chars et géants de carton. Non, ce n'est pas le carnaval, mais bien le festival Art Passy. Merci d'avoir voyagé sur la Coupe Express. Vous êtes arrivé à bon port. Station Art Passy, numéro 4. C'était le pestac du feu. Il y avait du feu dans le pestac. Je faisais des trucs avec du feu. Pas vrai ? Entre la radio PK, qui anime en live la soirée, et divers spectacles de cirque et de musique, pas le temps de s'ennuyer. Cet artiste, tout droit venu d'Italie, fait son show on air devant les sourires des parents et les têtes émerveillées des enfants. Welcome, ladies and gentlemen. Bonjour les gars, c'est Andrea Fidelio, je viens d'Italie et je viens de jouer mon spectacle on air pour Art Passy Festival. Ce personnage clownesque est un DJ old school qui se croit le roi du ghetto. Avec musique rétro et costume à paillettes, le public se prend rapidement au jeu. J'aime bien la participation du public parce que c'est pour ça que je fais des spectacles dans la rue, juste pour être plus à côté des gens. Et j'aime bien que le spectacle, c'est vraiment comme un échange d'énergie. Donc je bouge beaucoup et je fais bouger beaucoup le public. Je demande à tout le monde de faire des trucs un peu comme ça, comme des ghetto style. Et je vois que les gens s'amusent très bien de faire comme ça. Au-delà de la métropole, des artistes d'Argentine, du Brésil et bien sûr de Guyane sont présents. Associations et bénévoles font également vivre ce festival haut en couleurs. Pour cette 4e édition, l'association Porte Nawak a construit une buvette itinérante. On est là avec Porte Nawak depuis le début. On les soutient avec nos bénévoles et on les soutiendra toujours parce que c'est vraiment un super festival dans l'Ouest et comme vous le voyez là, c'est vraiment, il y a beaucoup de monde et il y a une bonne ambiance. À l'initiative de la compagnie Malabarouf, Art Passy est devenu le rendez-vous incontournable des arts de rue et du spectacle vivant dans l'Ouest guyanais. Place aux informations pratiques maintenant. Il va falloir reprendre vos parapluies. La Guadeloupe est de nouveau placée en vigilance jaune ce soir pour fortes pluies et orages. Une masse nuageuse instable remonte vers notre archipel et les premières averses de bonne intensité devraient se produire dans le courant de la nuit avant que les pluies et orages ne se généralisent dans la matinée. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial Millénis aux Abîmes de 13h à 17h30. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer vos informations et indiscrétions à redactionatv@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.